Vous écoutez On lit pour vous. Quand accueillir un enfant différent enrichit tout un milieu. Un texte de Vanessa Jourdain paru le 11 août 2026 dans la presse. Le premier camp de jour du fils de Vanessa Jourdain a été une expérience positive non seulement pour lui, mais aussi pour toute une collectivité, a-t-elle constaté. Je suis la mère d'un adolescent et d'un petit bonhomme de 6 ans. Un enfant curieux, lumineux, atteint d'un retard global de développement lié à une malformation cérébrale et qui se déplace avec l'appui d'une marchette. Cette année, il vivait une première importante, son tout premier camp de jour. Quiconque a déjà navigué dans le monde des camps de jour le sait. Entre les listes d'attente, les préinscriptions, les choix de parcours thématiques et les coûts en constante hausse, l'exercice est complexe. Il se transforme vite en véritable parcours à obstacles lorsqu'on est parent d'un enfant différent. C'est ce que j'ai vécu. Après plusieurs refus et blocages liés à des critères que mon plus jeune cochait trop ou pas assez, j'ai finalement trouvé une place. Il a fallu expliquer, répéter, remplir des formulaires supplémentaires, multiplier les appels et déconstruire certaines idées préconçues, notamment parce que mon fils n'est pas tout à fait propre. J'ai aussi dû rappeler que la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse interdit de refuser un enfant à un camp de jour pour ce motif. On m'a écouté et on m'a même remercié pour cette sensibilisation. Mon insistance calme mais ferme a fini par faire basculer les choses positivement pour notre famille au terme d'un processus amorcé en janvier 2026. Puis l'été a commencé. Dans un camp de jour communautaire de quartier, au milieu d'une mer de petits chandails orange, il y a eu Canicule, l'accompagnatrice de mon fils. Grâce à elle et à l'ouverture du milieu, mon garçon a vécu plusieurs semaines de rêve. Il a participé à des activités auxquelles j'aurais moi-même hésité à l'inscrire. Il a suivi son groupe, comme n'importe quel autre enfant de son âge, avec sa marchette pour l'aider à avancer. Une collectivité qui gagne. Ce qui m'a bouleversé, ce n'est pas seulement que ça ait été possible, c'est ce que ça a révélé autour de lui. J'ai vu des enfants du quartier crier son nom à son arrivée, d'autres lui faire l'accolade au départ. Un copain lui a demandé son numéro pour l'inviter à jouer chez lui. Une première. Une mère m'a aussi prise à part pour me remercier d'avoir inscrit mon fils au camp parce que ses propres enfants parlent à la maison de leur joie de l'aider. Ce que j'ai vu, c'est une collectivité qui gagnait à accueillir la différence au lieu de l'éviter. Et c'est là que se trouve le cœur du sujet. La présence d'un enfant comme le mien ne crée pas un problème. Elle oblige simplement un milieu à voir plus large, à s'ajuster, à faire preuve d'imagination et de souplesse. Ça apprend aux autres, jeunes comme adultes, à attendre, à observer, à s'adapter, à coopérer. Un enfant qui participe avec les autres n'est pas un problème à résoudre, mais un membre de plus dans un groupe qui apprend à vivre ensemble. Rendre sa différence visible, c'est accepter que sa présence transforme aussi tous les autres. Et c'est précisément là que commence une société plus juste. Au camp de jour, aux municipalités, aux organismes de loisirs, votre rôle est immense. Chaque place ouverte, chaque accompagnateur, chaque geste d'accueil change nos milieux. Formez vos équipes, prévoyez les ressources. La volonté de chercher des solutions plutôt que des raisons d'exclure fait la différence entre une institution qui tolère et une communauté qui accueille vraiment. En disant oui plutôt que « c'est compliqué », vous n'acceptez pas seulement un enfant de plus, vous contribuez à bâtir une société où personne n'est laissé de côté. L'inclusion n'est pas qu'un principe abstrait, c'est une main tendue au bon moment. Un nom qu'on prononce avec joie, c'est un chandail orange parmi les autres.
C'était « Quand accueillir un enfant différent enrichit tout un milieu », un texte de Vanessa Jourdain paru le 11 août 2026 dans la presse. Le gouvernement revoit l'accès aux projets pédagogiques particuliers, un texte de Johanna Sabi, paru le 11 juin 2026 dans Info Bref. Sonia Lebel, ministre de l'Éducation, a demandé au centre de services scolaires de réviser les critères de sélection des élèves admissibles à des projets pédagogiques particuliers comme sport-études ou art-études. À compter de la rentrée 2027, les écoles primaires ne pourront plus utiliser les notes des élèves dans leur processus de sélection. Les écoles secondaires devront privilégier d'autres critères. L'objectif annoncé par le gouvernement est de favoriser un accès équitable à ces programmes. L'Assemblée nationale avait reconnu l'an dernier les effets négatifs sur les élèves de certaines pratiques de sélection des écoles publiques. C'était « Le gouvernement revoit l'accès aux projets pédagogiques particuliers », un texte de Johanna Sabi, paru le 11 juin 2026 dans Info Bref. Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 23 août. En 1919, indépendance de l'Afghanistan. L'Afghanistan obtient sa pleine souveraineté après près de 3 siècles d'influence et de contrôle britannique sur sa politique étrangère. Ce jour marque la fin de la Troisième Guerre anglo-afghane et la reconnaissance de l'indépendance totale du pays. La date est depuis célébrée chaque année comme fête nationale afghane. Elle symbolise l'aboutissement d'une longue résistance face à l'Empire britannique. C'était Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 23 août. De nouvelles catégories de professionnels de la santé pourraient être autorisées à poser un diagnostic, un texte de Johanna Sabi, paru le 4 juin 2026 dans Info Bref. Un rapport d'experts propose à l'Office des professions du Québec et au ministère de la Santé d'examiner la possibilité d'ouvrir à plusieurs professions l'activité de diagnostiquer des patients. Le rapport recommande d'autoriser les physiothérapeutes, les chiropraticiens et les ergothérapeutes à poser des diagnostics en santé physique, les ergothérapeutes et les psychoéducateurs à poser des diagnostics en santé mentale. L'Office, le ministère et les ordres professionnels concernés doivent désormais évaluer ces recommandations. C'était de nouvelles catégories de professionnels de la santé pourraient être autorisés à poser un diagnostic, un texte de Johanna Sabi, paru le 4 juin 2026 dans Info Bref.
Un jour, la dernière éclipse totale de soleil aura lieu et ce spectacle disparaîtra pour toujours. Un texte de Julie Maillet, paru le 2 août 2026 dans Futura Science. Une éclipse totale de soleil, c'est un spectacle saisissant. D'autant plus si l'on prend le temps de penser à la mécanique céleste qui se cache derrière, et que l'on découvre au passage comment un jour les éclipses totales disparaîtront à jamais. Souvenez-vous de la dernière éclipse totale de soleil visible depuis la France. C'était le 11 août 1999. Vous avez peut-être vécu alors l'émotion d'une nuit qui tombe en plein jour. Ceci alors même que vous n'aviez peut-être pas conscience à ce moment-là que vous viviez un moment réellement exceptionnel. Parce que sur notre Terre, les éclipses totales ne sont pas si nombreuses, certes, mais surtout parce que les éclipses totales sont le fruit d'un hasard presque invraisemblable. Le hasard cosmique qui rend les éclipses totales possibles. La Lune est environ 400 fois plus petite que le Soleil. Alors, comment peut-elle réussir à le recouvrir lorsqu'elle passe entre lui et notre Terre? Parce que la Lune se trouve aussi quelque 400 fois plus près de nous que le Soleil. Résultat, les deux ont, dans notre ciel, presque exactement la même taille. Presque exactement parce que l'égalité n'est pas parfaite. L'orbite de notre Lune est elliptique si bien que la Lune est tantôt plus éloignée de nous, tantôt moins. Ainsi déjà, il arrive qu'elle apparaisse légèrement trop petite pour masquer le Soleil. Il se produit alors une éclipse annulaire. Mais lorsque toutes les conditions sont réunies, le hasard cosmique permet bel et bien à la Lune de cacher complètement notre étoile à sa couronne près. Et le côté remarquable ne s'arrête même pas là. Nous vivons à une époque privilégiée de l'histoire de la Terre où le Soleil et la Lune semblent faits l'un pour l'autre. Une coïncidence qui ne durera pas. La position de la Lune autour de notre Terre n'est en effet pas immuable. Les astronomes le mesurent avec une précision étonnante depuis que les astronautes d'Apollo 11 ont déposé des réflecteurs sur sa surface en 1969. Un rayon laser, une durée de parcours mesurée à quelques picosecondes près, et le verdict tombe. La Lune s'éloigne de nous d'environ 3,8 cm par an. Le saviez-vous? Dans notre système solaire, la Terre est la seule planète où les éclipses totales de Soleil apparaissent aussi parfaitement ajustées. Les lunes de Mars sont trop petites et trop proches de la planète. Les plus grandes lunes de Jupiter, à l'inverse, ont des dimensions disproportionnées par rapport à celles du Soleil vues d'aussi loin. Pourquoi la Lune s'éloigne-t-elle de la Terre? Le chiffre peut sembler insignifiant face aux distances astronomiques. À l'échelle humaine, il est, bien sûr. Mais cela n'empêche, plus la Lune s'éloigne de nous, plus sa taille apparente diminue. D'ici environ 600 millions d'années, le disque lunaire ne sera plus assez grand pour nous cacher entièrement le disque solaire. Nos lointains descendants seront privés du spectacle des éclipses totales de soleil. Il ne leur restera que des éclipses annulaires ou partielles, bien sûr, à se mettre sous la dent. Il ne sera plus possible d'observer alors la couronne solaire ni de vivre la troublante obscurité qui rend les éclipses d'aujourd'hui tellement inoubliables. À vrai dire, les éclipses totales de soleil se feront de plus en plus rares et le basculement devrait se produire d'ici 500 à 800 millions d'années. Car la vitesse à laquelle la Lune s'éloigne de notre Terre n'est pas immuable.
Ce recul est une conséquence des forces de marée. Sous l'effet de la gravité lunaire, les océans terrestres se gonflent, ce qui transfère le moment cinétique de la rotation terrestre à l'orbite lunaire. La Lune s'éloigne de la Terre en spirale, et les modèles ne permettent pas de dire exactement à quelle vitesse cela se poursuivra dans l'avenir. Pour quand la dernière éclipse totale de Soleil? Une chose est certaine, la Lune continuera de prendre de la distance avec nous. La prochaine éclipse totale de Soleil aura lieu le 12 août prochain, visible depuis l'Espagne notamment. La suivante se produira un an plus tard et une autre encore en juillet 2028, puis en novembre 2030 et ainsi de suite, pendant encore des centaines de millions d'années. Mais, dans un futur équivalent à ce qui nous sépare aujourd'hui de la fin du Mésozoïque, la dernière éclipse totale de Soleil aura lieu. Sera-t-elle observée par quelqu'un sur notre Terre? Difficile de le prévoir. Quoi qu'il en soit, la fenêtre géométrique qui rend les éclipses totales possibles se refermera alors pour l'éternité. C'était « Un jour, la dernière éclipse totale de Soleil aura lieu et ce spectacle disparaîtra pour toujours ». Un texte de Julie Maillet, paru le 2 août 2026 dans Futura Science. Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 24 août. En 1891, Thomas Edison dépose le brevet de la caméra. L'inventeur américain Thomas Edison dépose le brevet du kinétographe, l'un des tout premiers appareils de prise de vue animée. Cette invention, développée avec William Dixon, jette les bases techniques du cinéma naissant. Elle permettra la création du kinétoscope, premier appareil de visionnage individuel de films. Cette avancée marque une étape fondatrice dans l'histoire de l'industrie cinématographique. C'était Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 24 août. Se sucrer le bec avec des glaces du Québec, un texte de Nathaël Morissette, paru le 14 juillet 2026, dans la presse. Avec la saison chaude, les pots de crème glacée alignés dans les congélateurs d'épicerie trouvent rapidement preneur. Ceux qui souhaitent garnir leur cornet avec un produit d'ici ont quand même du choix. À côté des Häagen-Dazs, Nestlé et autres Ben & Jerry's, plusieurs marques québécoises ont réussi à se tailler une place. Diversité de produits, bon rapport qualité-prix et fabrication artisanale sont autant d'ingrédients qui permettent aux entreprises d'ici de concurrencer les grands. On est dans les ligues majeures. Je veux vous le dire tout de suite. Lance sans embâche Pierre Morin, copropriétaire de Top Glacier. Si le nom de l'entreprise qu'il dirige est peu connu du grand public, celui des marques de crème glacée qu'elle produit réveille assurément les papilles de beaucoup. Bill Bocquet, Chagnon, Kaiser, Lambert et même les gélatis commercialisés par Stéphano sont tous fabriqués dans les deux usines de Top Glacier, l'une à Montréal, l'autre à La Chute.
L'entreprise est donc un acteur important au rayon des crèmes glacées. Mais on n'est quand même pas gros si on se compare à des entreprises comme Häagen-Dazs et Ben & Jerry's, qui sont dans le même marché que nous, dans les glaces premium, souligne M. Morin. Il ajoute dans la foulée que ces gros acteurs ne laissent pas beaucoup de place aux autres. Se diversifier et aller voir ailleurs, il faut donc jouer du coude ou du pot pour être présent dans le congélo. On s'est dit qu'on allait se spécialiser dans des produits et des catégories où ces entreprises-là ne sont pas présentes, répond Pierre Morin. Top Glacier tente de se distinguer avec des produits comme Cool Whey, des desserts glacés moins sucrés et plus protéinés, ainsi que ceux fabriqués à base de lait d'avoine de marque Kaiser. On connaît quand même pas mal notre marché, dit Pierre Morin. On essaie de sucrer moins. Ces grosses compagnies-là, ce sont de gros bateaux. Ça ne bouge pas vite. Nous, on a la capacité de bouger plus vite. Et en plus, notre lait et notre crème, au Québec, ils sont exceptionnels. L'entreprise québécoise a également décidé d'allonger la saison de la crème glacée en vendant ailleurs. L'entreprise a même commencé à commercialiser certains de ses produits de marque Bilboquet en Chine. En mai 2026, 2 conteneurs de 80 000 pots ont été expédiés à destination de l'Empire du Milieu. L'entreprise a aussi un pied au Mexique, où il fait chaud 12 mois par année, avec Bilboquet, Solo Fruit et Cool Whey. Et pour ajouter à ses activités, Top Glacier produit la marque Oatly, des desserts à base de lait d'avoine pour le marché américain. Une tradition et un prix. Du côté de la mythique laiterie de Coaticook, on reconnaît également qu'il n'est pas facile d'aligner ses pots à côté de ceux des grosses multinationales. La laiterie qui existe depuis 86 ans mise donc sur son prix. On veut offrir le meilleur prix pour 100 millilitres, explique Roxane Provencher, directrice des communications et du marketing. Vérification faite après avoir consulté les circulaires des différents supermarchés, les pots de crème glacée Coaticook affichent, dans la plupart des cas, un prix pour 100 millilitres inférieur à celui des marques nationales et privées. Celui-ci se situe autour de 32 sous pour 100 millilitres, contre 1,10 $ pour 100 millilitres pour la Häagen-Dazs, 1,16 $ pour 100 millilitres pour la Ben & Jerry's et 35 sous le 100 millilitres pour la Chapman's. Ces prix varient d'une chaîne à l'autre et de semaine en semaine, mais dans presque tous les cas, celui du pot de Coaticook était inférieur lorsque l'on comparait les prix ordinaires. Ceux-ci étaient affichés pour les circulaires en vigueur du 2 au 8 juillet. L'entreprise qui produit annuellement 20 millions de litres de crème glacée à son usine de Coaticook mise aussi sur le goût et la nostalgie. Les gens nous disent souvent que c'est la crème glacée que leurs parents ou leurs grands-parents mangeaient, raconte Mme Provencher. D'autres marques québécoises. En ce qui concerne les givrés, qui fait un produit plus artisanal, ont mis également sur plusieurs fronts pour assurer sa rentabilité. En plus de ses 3 bars laitiers à Montréal, un 4e ouvrira bientôt, l'entreprise vend ses crèmes glacées chez une centaine de détaillants. Toutes les glaces, environ 75 000 pots annuellement, sont produites dans une usine située sur le plateau Mont-Royal. C'est là qu'on fabrique aussi les compotes de fruits du Québec que l'on mélangera au sorbet, les bûches de Noël et des cornets artisanaux.
De cette façon, l'entreprise, fondée il y a 15 ans, peut faire fonctionner sa fabrique 11 mois par année. La fabrication des cornets commence dès le mois de février. On est le seul fabricant artisanal sur le marché de la distribution au Québec, nous dit Alexandre Deslauriers. Il y a eu quelques joueurs qui se sont ajoutés, mais ça n'a jamais duré longtemps, parce qu'il faut vraiment avoir les reins solides. Notre avantage, c'est qu'on est diversifié. La distribution nous permet d'augmenter notre production, mais ce n'est pas nécessairement la part du marché qui est la plus payante pour nous. Les bars laitiers représentent la plus lucrative, mentionne-t-il. D'autres crèmes glacées d'ici ont aussi leur place dans les congélateurs des supermarchés, comme la Baie, produite au Saguenay-Lac-Saint-Jean. La coopérative AgroPure en produit également, notamment la marque Natrel sans lactose, mais aucun de ces desserts glacés n'est préparé au Québec. La crème glacée, un luxe? Par ailleurs, dans un contexte où les consommateurs scrutent plus que jamais les prix à la loupe, la crème glacée est-elle un luxe qu'ils peuvent encore se payer? C'est sûr qu'avec l'inflation, les gens cherchent le meilleur prix, reconnaît Roxane Provencher. Mais les gens ont besoin d'un réconfort. Et la crème glacée fait partie de ce réconfort. En plus de mettre un pot de crème glacée dans son panier à l'épicerie, une sortie à la crèmerie du coin figure encore parmi les gâteries que les consommateurs peuvent s'offrir, selon Alexandre Deslauriers. Je dirais qu'aller dans un bar laitier, ça reste le petit luxe que tout le monde peut encore se payer. Les gens ne sont pas rendus encore à couper dans celui-là. C'était Se sucrer le bec avec des glaces du Québec, un texte de Nathaël Morissette, paru le 14 juillet 2026 dans la presse.